Bonjour à tous. Alors, je vais attendre juste une petite minute que tout le monde ait le temps de se connecter. Si jamais vous avez des problèmes pour nous entendre, n'hésitez pas à le notifier dans le chat que vous avez normalement sur votre droite de l'écran. Salut Pascal qui est avec nous. Tu vas bien? Bonjour, bonjour à tous. Très bien. Très bien, je t'entends bien. Donc, je pense que tout doit bien fonctionner. Alors, vous nous excuserez pour le décor que vous en aurez connu des plus professionnels que celui-là, mais on est encore en télétravail pour ce qui nous concerne, donc encore à la maison. Ça continue de se connecter. J'attends encore un tout petit peu. Allez, je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce Bonjour. webinaire qui est dédié à la transformation de l'expérience client. Pendant 40 à 45 minutes, on laissera un temps de questions à la fin. On va vous partager des clés de lecture pour vous accompagner justement dans la réflexion et dans la préparation de cette transformation. Donc, ce webinaire va être co-animé avec Pascal Corottier et moi-même. Et avant de laisser la parole à Pascal pour qu'il se présente, je vais juste vous donner quelques mots sur qui est Tessie. Donc, Tessie, c'est un groupe français. On est implanté à l'international dans 14 pays. On est un acteur de Business Process Services, donc des services qui tournent autour de la gestion des processus métiers. Notre activité, elle consiste principalement à externaliser toute ou une partie des processus métiers de nos clients. Et l'objectif ultime, si je puis dire, c'est d'associer sans cesse pour répondre aux besoins de nos clients, optimiser l'expérience client des clients de nos clients, donc les clients finaux de nos propres clients. Je vais m'arrêter sur cette présentation assez courte, mais vous pouvez vous rendre sur le site tessie.eu à la fin de ce webinaire si vous souhaitez en savoir plus. Et bien évidemment, vous pourrez aussi nous contacter. Pascal, je te laisse te présenter. Oui, donc Pascal Corotti. Donc moi, je suis directeur conseil chez Tessie Conseil Intégration. Et par rapport à ce point-là, nous réalisons des missions de conseil en amont pour éclairer les choix des directions générales, notamment dans le domaine de la transformation digitale. Et notre particularité, eh bien, c'est d'accompagner aussi nos clients dans cette transformation en pilotant ces projets. Donc, on a une approche à la fois stratégique amont, mais aussi extrêmement terrain. Voilà, et c'est ces retours-là qui nous ont permis de capitaliser ce que l'on va vous présenter tout à l'heure. En effet, alors moi, Tatiana Corallo-Jackson, je suis responsable marketing du pôle conseil et intégration, qui est l'un des 6 piliers de l'offre globale du groupe Tessie. Et je travaille principalement sur justement tous ces contenus qu'on vous propose. Et ces derniers temps, on a beaucoup créé de contenu autour de l'expérience client et du parcours client. Et en fait, ces contenus naissent de retours d'expérience qu'on a eu de responsables d'expérience client qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes, d'études de nos partenaires éditeurs de solutions qui peuvent nous partager aussi parfois des insights, et puis bien évidemment du retour d'expérience terrain que peut avoir Pascal. Et donc, certains d'entre vous ont probablement lu le livre blanc sur le parcours client qu'on a diffusé en début d'année. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous mettrai le lien pour télécharger le livre blanc suite à ce webinaire. Je vous enverrai un email avec le lien et puis avec la présentation de ce webinaire. Et puis, ça donne lieu à des webinaires comme celui-ci. Donc, j'espère qu'il vous plaira. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Juste quelques mots sur le programme aujourd'hui du webinaire. On va commencer par une question de sondage qui va rendre un peu ce webinaire un peu plus interactif. C'est tout l'objectif qu'on ait une conversation et qu'on puisse répondre à vos questions à la fin. Et puis, ça pourra aussi nous aider peut-être à accentuer certains points qui peuvent être plus d'intérêt pour vous que d'autres. Donc, on verra dans un premier temps les 3 piliers pour déterminer sa maturité en termes d'expérience client. Et c'est basé sur une méthode dont pourra vous parler Pascal un peu plus en détail juste après.
Ensuite, on listera des questions qu'on développera et qui sont des questions essentielles pour vous permettre de poser votre contexte et d'avoir une véritable connaissance de votre situation actuelle. Et puis, on terminera ce webinaire sur différents exemples de projets qui peuvent être menés pour vous aider à transformer votre expérience client. Alors, je vais excusez-moi, avant d'attaquer du coup cette slide, je vais lancer le sondage. Alors, donc là, il s'est lancé. Est-ce que vous pensez que votre organisation est customer-centric? Donc, customer-centric, on l'entend, c'est surtout une culture et c'est est-ce que les préoccupations clients, selon vous, sont au centre de votre organisation? Alors, pour l'instant, on a une grande majorité de oui, à hauteur de 62% pour l'instant, et puis 23% pas tout à fait. On a 13% de non. Il y a le oui qui descend un peu à 50%. Ok, ça commence à se stabiliser. Donc, on est à 60% de oui, 28% de pas tout à fait et 11% de non. Donc, quand même, une grande majorité d'organisations customer centric. Ok, super. Très intéressant. On va du coup attaquer tout de suite sur les 3 piliers sur lesquels repose pour nous l'expérience client. Ce qui est bien, donc du coup, ça veut dire qu'on a des organisations et des auditeurs qui ont des organisations du coup plutôt matures sur ces thématiques-là. Je te laisse la parole, Pascal. Oui, il faudrait que tu projettes le slide, le 4. Faire le sondage. Voilà. Donc, ce qu'on va vous présenter, en fait, c'est bien entendu issu de nos retours d'expérience. Donc, ça part depuis le début des missions qu'on a pu faire en transformation digitale. Donc, ça remonte quand même dans les années 2000, 2007, 2008, avec notamment le multicanal et puis la digitalisation des processus. Et donc, ces retours d'expérience des projets menés, bien sûr, nous ont permis d'établir des principes et une méthodologie pour qualifier, étudier et puis réaliser nos projets maintenant de transformation actuelle. Donc, ces principes reposent sur 3 piliers essentiels qu'on va vous présenter, dont le premier, Tatiana, je te laisse. Oui. La modélisation des parcours clients. Donc, qu'est-ce que c'est déjà modéliser ces parcours clients? C'est mettre sous une forme visuelle, c'est cartographier dans un langage commun pour que vous puissiez les partager ensuite à l'ensemble de l'organisation. Les actions en fait que font vos clients dans les interactions qu'elles ont avec votre marque tout au long de leur parcours. Et c'est ça qui forme au global l'expérience client. Modéliser ces parcours clients, ça va nécessiter de recenser l'ensemble de vos points de contact, l'ensemble des canaux de communication qui se rattachent à ces points de contact. Ça va être aussi venir lier les indicateurs de performance et de satisfaction que vous mesurez tout au long du parcours client, de manière à connaître en fait les émotions de vos clients à chaque étape, est-ce qu'ils sont satisfaits, est-ce qu'ils sont pas satisfaits, et tout ça va vous permettre en fait de détecter les moments de vérité tout au long de votre parcours client. Donc les moments de vérité, c'est des moments où vous allez être particulièrement jugé par vos clients parce qu'ils ont une certaine attente, et donc c'est des moments où il va falloir porter une certaine attention à l'expérience. C'est vraiment des moments clés qu'il faut arriver à maîtriser. À la fois, c'est des moments à risque parce que du coup, si l'expérience elle est pas au rendez-vous, et ben c'est le risque de perdre des clients. Mais c'est aussi en fait, et il faut les voir aussi comme ça, c'est des moments qui ont une forte, où vous pouvez y voir une forte opportunité parce que si l'expérience sur ces moments clés ravit vos clients, c'est de cette manière-là qu'ils deviendront ensuite fidèles et qu'ils deviendront des ambassadeurs de votre marque. Donc une fois que vous avez posé l'état actuel et que vous connaissez vos parcours dans l'état actuel des choses d'aujourd'hui, il va falloir définir là où vous voulez aller. Et là où vous voulez aller, c'est votre expérience cible. Cette expérience cible, en fait, c'est tout simplement quelle expérience vous souhaiteriez offrir dans le meilleur des mondes. Quelle serait cette expérience idéale que vous souhaiteriez offrir à vos clients? Et une bonne pratique consiste à repartir des valeurs de sa marque, à repartir de vos promesses
en déduire des principes d'expérience qui vont en fait vous aider à vous fixer un cap. Et par exemple, si vous avez détecté un point irritant sur votre parcours, vous allez avoir plusieurs hypothèses de solutions et ces principes d'expérience, ils vont vous permettre de choisir laquelle de ces solutions est la plus alignée avec l'expérience cible que vous visez. Une fois que vous avez posé et que vous connaissez l'état actuel des choses et que vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous avez entre ces deux états d'avancement tout un chemin à parcourir. Ce chemin, il peut être assez long parce que y a deux raisons à ça. La première, c'est que un parcours client, ça va correspondre à un persona, donc une typologie de client. Et en général, on a plusieurs typologies de clients qu'on adresse au sein d'une organisation. Donc, ça induit le fait qu'on va devoir modéliser plusieurs parcours clients. Et la deuxième raison, c'est que un parcours client, ça s'arrête pas à la phase au moment du paiement. Ça va au-delà de la phase d'achat parce que on va aller voir comment ça se passe en post-achat. Il peut y avoir aussi des actions de réachat. Donc, c'est vraiment tout le cycle de vie du client qu'il va falloir modéliser. Et c'est souvent assez compliqué de se lancer dans une modélisation exhaustive comme ça tout au long du cycle de vie client. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fonction de vos objectifs prioritaires, vous allez plutôt modéliser des bouts de parcours. Mais par contre, l'objectif final, c'est bien de modéliser l'ensemble de chacune des phases. Une fois que ces bouts de parcours ils sont modélisés, il va falloir en fait finalement raccrocher les wagons entre eux. Et le but, ça va être de faire des transitions de manière à ce que votre expérience globale, elle soit fluide et elle soit cohérente de bout en bout. Donc c'est pour ça en fait que je parle sur la slide d'intégration des expériences. Merci Tatiana. Et donc le deuxième pilier est bien entendu la stratégie omnicanal. Hein. Donc il s'agit cette fois-ci des moyens d'interaction entre le client et les moyens de communication qu'il aura à sa disposition lors de son parcours. Donc ces interactions peuvent passer par des canaux digitaux comme les sites web, extranet, applications mobiles. Il y a aussi le canal téléphonique qui peut être produit avec des personnes physiques ou des agents conversationnels. Des canaux physiques comme le magasin ou l'agence. Donc, ces canaux doivent bien sûr être en relation avec ce que le client souhaite utiliser ou est en capacité d'utiliser au moment où il en a besoin. Donc, on voit bien ici la complète interdépendance entre ce parcours client qu'a décrit Tatiana et puis les moyens de communication qui lui sont offerts. Donc, plus les moyens sont nombreux, évidemment, plus le client peut être à l'aise dans sa relation. Alors là, les premières difficultés que l'on rencontre chez nos clients, en fait, c'est la difficulté d'avoir une cohérence sur l'ensemble de ces points d'interaction. Hein, c'est-à-dire, c'est aussi bien sur la forme, sur les contenus, mais aussi et surtout sur les niveaux de fonctionnalité offerts par chaque canal. Donc, notamment, je parlerai du self-care là-dessus. Donc, c'est en fait l'objectif à ce niveau-là, c'est comment passer d'une stratégie multicanaux, à une stratégie omnicanal, où là, on est en capacité de drainer l'ensemble des flux d'informations, quel que soit le canal choisi par le client. Donc, pour citer un cas fréquemment rencontré, hein, donc c'est des difficultés chez nos clients, c'est que lorsque les informations arrivent à l'intérieur de l'organisation, eh bien, notamment, on retrouve des fois de la rematérialisation quasi systématique des mails, ce qui pose problème dans leur traitement. Donc, la question de la stratégie omnicanal doit être abordée donc, en prenant en compte le niveau de maturité aussi de votre transformation digitale. Il ne s'agit pas de mettre en place l'ensemble de ces canaux en un seul coup. Et bien entendu, c'est un projet beaucoup trop ambitieux. Et là, par rapport à ça, eh bien, lorsqu'on intervient en mission chez nos clients, eh bien, on trouve plusieurs catégories et on a identifié 4 types de profils de maturité hein, pour vous accompagner, jusqu'à leur parcours et leur mise en place de projets. Donc, les plus matures que l'on rencontre, hein, c'est ceux qui ont cru tout de suite à la transformation digitale dès son apparition. Hein, donc, on les a qualifiés de bâtisseurs parce que dès le début, ils ont investi très fortement dans la construction en fait d'un socle transverse central capable de gérer à la fois l'ajout progressif de canaux de communication et l'ajout d'activités métiers. Hein, donc, c'est véritablement une fluidification et une prise en charge de l'ensemble de ces canaux et une injection dans les processus métiers de cette information. Donc, ce socle leur permet aujourd'hui de centraliser l'ensemble des communications reçues, de les stocker. Donc, ils ont une vision 360 degrés de leurs clients
et de déterminer et distribuer de façon transverse et surtout standardisée cette information aux collaborateurs ou au système chargé de les traiter lorsque l'on est dans un cas d'automatisation. Donc, avec ce type de solution, il est possible d'intégrer les préférences clients de façon paramétrable et donc beaucoup plus fluide. Donc, ce sont ces clients qui aujourd'hui sont les plus avancés sur une gestion centrale du client et son parcours et qui profitent véritablement de leur parcours client. Une deuxième typologie que nous qualifierons de pragmatique, donc ce sont des clients qui ont digitalisé processus par processus. Donc ça, c'était pour éviter en fait des investissements lourds et obtenir rapidement des gains liés à cette digitalisation. Donc on réduit notre risque, on prend les process à plus fort impact et on les digitalise. Alors cette approche verticale les pénalise aujourd'hui en fait. Pour la mise en place d'une approche transverse, c'est difficile de partir sur des process verticaux et cloisonnés pour avoir notamment une vue client à 360 degrés. Voilà, donc là, c'est les difficultés que l'on rencontre. La troisième typologie que nous qualifierons d'opportunistes, c'est ceux qui n'ont pas réellement cru à la transformation digitale quand elle est apparue et ils ont limité leurs investissements au minimum. Donc, ils présentent bien les canaux, donc les différentes vitrines, mais par contre, ils n'ont pas intégré ou difficilement intégré ces flux à l'intérieur de leur process. Et la dernière typologie, c'est ceux qui n'ont pas commencé leur transformation digitale complète. Et donc là, il y a un fort risque de retard par rapport à la concurrence, même bien entendu s'ils vont profiter des meilleures pratiques issues des retours d'expérience. Donc ça, c'est un pilier fondamental. Quand on mène nos missions auprès de nos clients, on s'aperçoit que pour arriver à la partie Customer Centric Experience Client, on rencontre des blocages qui sont effectivement liés à cette non-finalisation de la stratégie omnicanal. Troisième et dernier pilier, c'est l'engagement collaborateur. Comme vous avez commencé un peu à le comprendre, les processus internes vont devoir s'adapter en fait au process client. Et donc là, on va avoir une transformation assez forte là-dessus. Donc la mise en place de plateformes omnicanal va être nécessaire, bien entendu, pour arriver à avoir des étapes claires du parcours client. Donc ce pilier est souvent oublié ou évité, parce qu'il est complexe à définir, à mettre en œuvre. Donc les organisations traditionnelles n'ont pas forcément de vision 360 degrés de leurs clients et n'ont pas forcément des pratiques transverses dans leurs projets pour répondre à ces besoins. Donc ce cloisonnement, effectivement, nuit au bon déroulement du parcours. Donc, comme il est important de mettre le client au centre de l'activité, il est aussi nécessaire de mettre le collaborateur au centre de ce dispositif, et donc d'adapter son organisation à ses processus internes pour évoluer vers ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Donc, il est nécessaire d'avoir véritablement cette symétrie entre le collaborateur et puis le parcours. Dans ce cas, ce qu'on rencontre, c'est que la tentation est grande et de créer un parcours client qui serait plutôt le miroir des processus métiers. Ça, effectivement, c'est à éviter, puisque là, on devient plutôt entreprise centrique et non plus customer centrique. Et puis, d'autres de nos clients sont tentés aussi, pour éviter cette transformation interne de leur process, d'automatiser un peu à outrance le parcours. Et là, ce que montre le retour d'expérience, c'est que malheureusement, on voit un effondrement assez rapide du score NPS, dont on parlera à Tatiana tout à l'heure, donc avec une forte baisse des clients promoteurs et une hausse des détracteurs. Voilà. Donc, l'acteur de cette symétrie des attentions, évidemment, sera le collaborateur qui répondra à une demande client à une étape de son parcours. Donc, dans cette approche, l'engagement du collaborateur est évidemment primordial. Son métier change et donc il doit avoir une connaissance complète des produits de la marque, bien entendu, et doit avoir une connaissance du parcours client pour lui apporter la meilleure réponse au meilleur moment de son parcours. Donc, il est bien acteur du processus et participe au passage de ce qu'on appelle effectivement le front to back, mais il est aussi force de proposition, de retour d'expérience, et c'est lui qui va participer à l'amélioration continue des parcours. Donc, on voit bien ces échanges et cette symétrie qui apparaît. Donc, cette approche nécessite une plus forte autonomie dans la relation client, une implication dans le circuit d'amélioration continue des parcours et évidemment de l'expérience client.
Le stade ultime, bien entendu, c'est le collaborateur ambassadeur que certaines sociétés arrivent à obtenir aujourd'hui, ambassadeur de la marque, qui évidemment par son rayonnement à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise diffuse une image positive de la marque. Voilà. Donc voilà, donc ces 3 piliers, je te repasse la parole, Tatiana. Ouais, je voulais juste ajouter simplement une bonne pratique si vous vous lancez dans la modélisation de vos parcours clients. Ça peut être de positionner chacun des départements qui ont un rôle à jouer sur le parcours client. Donc d'avoir vos départements à une étape donnée, quel département va avoir un rôle à jouer à ce moment-là précis. Et ça peut vous permettre d'engager vos collaborateurs parce qu'ils vont voir que il n'y a aucun département qui est laissé à la marge, mais que chaque département a un rôle à jouer dans finalement ce que va être l'expérience que va vivre le client. Voilà, c'est une bonne pratique et c'est un élément qu'on peut ajouter facilement à la cartographie de ces parcours clients. Et étant donné que cette cartographie a aussi vocation à être communiquée en transverse à l'ensemble de vos collaborateurs, ça peut être engageant de voir que chacun a son rôle à jouer et va avoir un impact sur la performance globale de l'entreprise finalement. Donc, on va lancer le deuxième sondage du coup avant de passer à la suite. La question, c'est parmi ces 3 piliers, lequel vous semble le plus urgent à couvrir? Donc, je le lance. Peut-être qu'il y a des piliers que vous n'aviez peut-être pas en tête ou certains qui vous paraissent être des vraies opportunités à couvrir ou même vraiment urgents à couvrir. Alors, pour l'instant, il y a une large majorité de l'engagement collaborateur. On a 17% pour tous. En deuxième position, on a plutôt la modélisation des parcours clients. Et à la marge, on a plutôt la stratégie omnicanale. Ce qui est assez intéressant, je pense que l'engagement collaborateur et la modélisation des parcours clients, c'est quelque chose qui doit venir en amont. C'est vraiment un travail à faire dès le début de la transformation de l'expérience client. Donc, c'est intéressant de voir ces résultats-là. On a toujours 47% engagement collaborateur et 32% modélisation des parcours clients. Donc, c'est définitivement les 2 réponses qui ressortent le plus. OK. Ça se stabilise, donc je vais arrêter. Merci beaucoup pour vos réponses. Et je repasse sur la présentation. Alors, poser le contexte. On a listé quelques questions qui nous paraissent essentielles et auxquelles il faut répondre assez rapidement lorsqu'on entame justement cette préparation vers une transformation de l'expérience client. Tout simplement parce que l'expérience client, c'est un sujet extrêmement large et transverse. Je pense qu'on le répétera plusieurs fois dans cette présentation. Et du coup, ça va vous permettre à la fois pour vous, en interne, de définir des trajectoires et celles qui sont prioritaires. Et puis, ça va vous permettre, si jamais vous faites appel à un prestataire externe, de pouvoir être en mesure de lui donner toutes les informations dont il aura besoin pour vous guider vers les projets qui sont prioritaires pour vous en fonction de votre contexte et en fonction de votre maturité. Donc, ça va lui permettre de vous faire une offre en fait sur mesure de manière à avancer dans l'ordre. Donc, j'attaque avec la première question. Qui est le sponsor des projets d'expérience client dans votre entreprise? Ce qu'on remarque, c'est qu'en fonction de la maturité d'une organisation, on va avoir parfois un département d'expérience client lorsque l'entreprise est mature sur cette thématique. Et donc, naturellement, le sponsor des projets d'expérience client sera le responsable de ce département. Dans les organisations qui n'ont pas de département d'expérience client, là, en effet, le sponsor est peut-être moins évident. Et ce dont on se rend compte, en fait, des retours qu'on a de nos clients ou des personnes qui s'intéressent justement à cette thématique, c'est qu'on ne peut pas définir une typologie de personnes ou de métiers qui vont naturellement prendre en charge ces projets d'expérience client. Ça peut être aussi bien confié à la RSE qu'au marketing ou qu'à un service de la relation client.
Par contre, même si on ne peut pas en tout cas définir un métier qui va se porter garant de ces projets d'expérience client, on peut vous donner 2 conseils. Le premier conseil qui est important, c'est que ce sponsor doit avoir un niveau hiérarchique suffisant pour être capable de porter la parole et porter ses projets à tous les niveaux hiérarchiques d'une organisation, et ce jusqu'à la direction générale, qui est indispensable pour faire évoluer une transformation digitale dans une organisation. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est que l'expérience étant un sujet large et étant un projet qui nécessite de la collaboration, il va falloir aller convaincre des ambassadeurs, il va falloir aller convaincre les collaborateurs de co-construire avec vous, il va falloir convaincre aussi les clients de participer, par exemple, lors de focus group ou de questionnaires, pour que vous ayez suffisamment d'éléments pour avancer. Et donc, ce sponsor des projets d'expérience client, finalement, c'est nécessaire qu'il ait une véritable appétence pour ces sujets et une véritable volonté de les porter dans l'organisation. Il faut y croire, parce que convaincre, pour être convaincant, il faut être convaincu. Donc, c'est important d'avoir une vraie appétence pour ces sujets-là. Ensuite, quels sont vos objectifs à court terme, moyen et long terme? C'est plutôt la dernière partie de la question qui est importante. Généralement, votre programme d'expérience client, une fois qu'il va être cadré, il va devoir s'inscrire dans la stratégie globale de votre entreprise. Donc, vous allez souvent avoir un objectif de long terme, une finalité, et ça peut être d'ailleurs votre expérience cible, arriver à atteindre cette expérience cible. Maintenant, encore une fois, je me répète, mais l'expérience client est tellement un sujet large que vous allez avoir un programme d'expérience client, finalement, c'est un programme qui peut être gigantesque et qui peut nécessiter énormément de ressources et énormément de moyens. Le but n'étant pas de se perdre là-dedans et d'avancer étape par étape. Donc, ça va être important de définir des sous-objectifs et de bien gérer la temporalité, de les échelonner dans le temps, de manière à vous donner un point de commencement pour avancer ensuite étape par étape et pour vous permettre de prioriser les projets. Question suivante. Oui, donc votre direction générale est-elle convaincue que l'expérience client est un levier de performance? Donc ça, c'est effectivement très important, hein, et nous, on le pratique dans nos missions. Donc si l'impulsion ne vient pas directement d'elle, ou en tout cas les décisions, il est vraiment nécessaire d'entreprendre ce que l'on fait, ce que nos clients nous commandent, c'est-à-dire des dossiers de choix, hein, dont l'objectif est de présenter des scénarios réalistes, aussi bien à la transformation des pratiques actuelles que dans un réalisme financier, bien entendu. Et là-dessus, donc, on s'appuie sur les expériences du marché où on essaie de les transposer dans le contexte propre de votre activité, ce qui permet véritablement de montrer quels peuvent être les impacts et par quelle trajectoire, enfin, quelle est la trajectoire que l'on va mettre en place pour justement avoir ces fameux objectifs court, moyen et long terme dont parlait Tatiana. Ensuite, il est très important que dès ces phases amont, les ambassadeurs soient identifiés, hein, et puis, comme vous l'avez compris, donc ça passe vraiment par la transformation de l'organisation, et la conduite du changement, qui est quelque chose de fondamental, démarre dès le début. Hein, donc, nous, on l'a fait démarrer dès la constitution du dossier de choix. Hein, donc, ils vont pouvoir s'impliquer dans les phases amont et nous donner un retour extrêmement pertinent qui se prolongera d'ailleurs dans la mise en œuvre du projet après derrière, qui sera vraiment, vraiment important comme rôle. Voilà. Et donc, connaissez-vous vos personas, Tatiana? Alors, les personas. C'est peut-être que ça va plutôt parler au profil marketing. Les personas, c'est une typologie de clients, c'est en fait un profil type de client. Jusque-là, dans le marketing traditionnel, on avait tendance à beaucoup utiliser les segments de clients, c'est-à-dire qu'on segmentait notre base en fonction de critères sociodémographiques qui pouvaient être l'âge, le genre, la localisation. Un persona, ça va aller au-delà d'un segment, ça va aller bien plus loin, il va falloir connaître les freins, il va falloir connaître les objectifs, il va falloir connaître les frustrations, les motivations, les attentes de vos clients. Donc, ça va nécessiter d'avoir une connaissance client qui est bien plus poussée que lorsque l'on faisait un segment de sa base. Et c'est le point de départ, en fait, de toute votre réflexion, et c'est vraiment par là qu'il faut commencer.
pour la simple et bonne raison que vous n'allez pas adresser vos personas de la même manière, parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, parce qu'ils n'ont pas les mêmes préférences, etc., etc. Donc, vos parcours doivent absolument se baser sur vos personas. Et c'est pour ça que les personas doivent arriver comme une première étape. Vos expériences cibles sont-elles définies, claires et en adéquation avec vos valeurs? Donc, ça, j'en ai parlé un petit peu plus haut tout à l'heure. Donc, je vais passer assez rapidement. L'idée, en fait, c'est vraiment de savoir là où vous voulez aller. Et pour ça, il va falloir repartir de l'univers de votre marque. Une marque, c'est ça qui crée de la valeur aussi pour votre organisation, et vous allez avoir tout un univers qui soit visuel, mais il porte aussi sur des valeurs, il porte aussi des promesses. Et en fait, cet univers de marque, cette identité de la marque, elle va influer sur l'imaginaire du client, et le client va du coup, sur la base de cet univers, se imaginer l'expérience qu'il attend en interagissant avec votre marque. Et du coup, ça va être important qu'il n'y ait pas un écart entre ce à quoi il s'attend de vivre avec vous et ce à quoi et ce qu'il va vivre véritablement. Plus l'écart est grand, plus il y a des risques de générer de la frustration et potentiellement de la déception de vos clients. Donc, il faut vraiment vérifier, vraiment avoir pour objectif de proposer une expérience qui soit totalement alignée avec l'expérience à laquelle s'attend à vivre vos clients. Ok. Donc, avez-vous déjà modélisé plusieurs parcours clients? Donc, si oui, lesquels, avec quel outil et comment est-il utilisé? Donc, effectivement, c'est important. On voit qu'il y a plusieurs personnes qui vont être mobilisées, plusieurs contributeurs qui vont être mobilisés dans le projet. Donc, lorsque vous allez définir votre parcours, il faudra pouvoir collaborer avec l'ensemble de ces contributeurs pour qu'ils puissent émettre leur avis et surtout émettre des contraintes qui vous permettront d'avoir un parcours client qui soit réaliste par rapport à ce que votre structure sera en mesure de prendre en charge. Et donc, on verra apparaître ensuite les moyens, la flexibilité de ce parcours par rapport à ces changements. Donc, il est important de s'outiller à ce niveau-là. Donc, nous, on utilise un outil qui nous permet effectivement de décrire ce parcours, de voir quels sont les points d'attrition, mais aussi de pouvoir faire de la co-construction, tout ça dans un mode collaboratif. Donc, c'est extrêmement pratique et important justement pour partager l'ensemble de ces informations. Et donc, je rebondis directement sur la question suivante, c'est travaillez-vous en mode transverse? Donc, ça, c'est une obligation sur ce type de projet de pouvoir piloter ou travailler en mode transverse pour pouvoir avoir des résultats qui soient, une fois mis en œuvre, ne soient pas justement verticalisé, c'est-à-dire que j'ai créé quelque chose sur un morceau d'un parcours et je suis coincé dans celui-ci. Je ne peux pas mettre de nouveaux produits en ligne où le client va pouvoir, par exemple, naviguer d'un à l'autre ou en prendre un par rapport à l'autre. Ça va être vraiment complexe. Donc, il est important de travailler dans ce mode transverse. Alors, je passe à la slide suivante. On continue en fait la liste de questions. Je vois que l'heure tourne, donc on va peut-être accélérer un peu la cadence. Simplement, là, on va arriver à deux questions qui touchent aux solutions technologiques. Et j'aimerais faire une toute petite remarque avant ça. J'ai eu quelques retours sur le livre blanc où finalement, il a pu être perçu que l'expérience client, c'était vraiment un sujet qui tournait autour de plus de l'humain finalement que de la transformation digitale. Et c'est vrai, on l'a dit plusieurs fois, je pense qu'en plus vous en êtes bien conscient étant donné que vous pensez qu'un pilier urgent à traiter, c'est l'engagement collaborateur. Donc en effet, il y a une dimension humaine. Après, évidemment, dans toute transformation, il va y avoir une dimension humaine, ça va être un mix aussi avec les processus et ça va être un mix avec les technologies. Et c'est tout cet équilibre en fait qui est un challenge à trouver entre humain, processus et technologie. Donc, j'attaque par la première question. Quels sont les logiciels de gestion de la communication et du marketing en place? Tout simplement, c'est important parce qu'on parle d'interaction. Vous allez avoir des interactions qui vont venir à vous de la part de vos clients et puis vous allez souhaiter communiquer et engager la conversation avec vos clients. Donc, en fait, il va falloir être capable de pouvoir pousser des communications qui sont adaptées à différents formats, qui peuvent être diffusées sur différents canaux, qui peuvent s'adapter en fait à toute votre stratégie de communication. Et là, ce qu'il va falloir vérifier, c'est que votre
vos ambitions en termes de communication, elles peuvent être gérées avec vos logiciels en place. Donc, ce qui est important de voir, c'est est-ce que vos logiciels ici ne sont pas limités et ne vont pas vous limiter dans vos ambitions. Donc, quels sont les logiciels de gestion de la relation client et des données clients? Pareil ici, il va falloir vérifier que ce dont vous avez besoin pour atteindre votre expérience cible, il va falloir vérifier qu'en fait, les logiciels que vous avez vous permettent d'aller jusque-là et de répondre à toutes vos ambitions. Si je parle de gestion des données clients, est-ce que, par exemple, vous avez un logiciel qui vous permet de centraliser l'ensemble des données que vous collectez sur chacun des points de contact? Si je parle de gestion de la relation client, est-ce que vous avez aujourd'hui un logiciel qui vous permet d'avoir une vision 360 de vos clients de manière à donner les moyens à vos conseillers en front office de répondre à vos clients lorsqu'ils leur posent des questions, et cela de manière assez instantanée, étant donné que c'est une véritable attente aujourd'hui des clients, à la fois que la relation soit personnalisée, mais à la fois qu'on puisse avoir des données et des réponses en temps réel. Avoir une bonne gestion de vos données, ça va aussi faire le lien avec la question juste avant. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'envoyer des communications personnalisées avec des données qui sont pertinentes et qui sont cohérentes et qui sont à jour à chaque instant? Voilà, donc c'est toutes ces questions auxquelles se réfèrent ces deux questions assez globales sur les solutions technologiques. Alors, ce qui peut vous aider aussi fortement, c'est de réaliser une cartographie des flux d'informations donc qui transitent dans votre entreprise. Donc, ça a plusieurs intérêts lorsqu'on les pratique et que les clients nous les demandent. Donc, ça permet de convaincre une direction générale parce qu'elle montre comment circule aujourd'hui l'information dans la structure et comment elle joue son rôle de support de l'activité. Donc, c'est intéressant parce que l'activité, elle fonctionne, vous avez des revenus et tout ça. Donc, c'est déjà le point de départ, où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, ça, c'est important. Ça permet aussi d'avoir un calcul du retour sur investissement lorsqu'on a les scénarios qui ont été établis, qui est vraiment contextualisé au fonctionnement de votre entreprise. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi pour convaincre une direction générale. Donc, plutôt que de s'appuyer sur des ABAC ou des contextes similaires qui sont en fait jamais vraiment similaires. Donc, à partir de cette cartographie, il est aussi possible d'identifier donc des processus qui vont être complexes. Et donc, c'est peut-être pas par cela qu'on va commencer immédiatement, surtout s'ils ont des ramifications à l'intérieur, et puis d'identifier des processus plus simples qui pourraient faire l'objet d'un premier pilote, par exemple, pour montrer une sorte de vitrine, un pilote vitrine. Voilà, donc ça vous permet aussi de voir les écarts et de mesurer les écarts entre votre existant et la cible que vous voulez mettre en place, la cible à atteindre, et donc ça montre vraiment les paliers à passer. Et là, vous avez déjà une approche d'une trajectoire rythmée vers votre cible qui peut être mise en valeur. Et puis, l'expérience montre qu'au cours des projets, avoir un référentiel et avoir cette cartographie, ça nous permet quand même d'avoir quelque chose de très solide sur ce qui était des pratiques d'avant. Et quand on commence à tout transformer, des fois, il peut être intéressant de se référer un peu à ce qui fonctionnait dans le passé. Voilà. Donc, bien entendu, donc ça rebondit aussi sur la question suivante. Il faut avoir une idée claire de l'ensemble des points de contact et canaux de communication, comme je le disais au tout début, avec cette cohérence qu'il doit y avoir aussi bien sur la forme, sur les fonctionnalités, sur l'ensemble de tous ces canaux. Voilà. Alors, mesurez-vous et suivez-vous des indicateurs relatifs à la satisfaction client? Donc, ce sera la dernière question, mais évidemment, il peut y en avoir beaucoup d'autres et ce sera à vous de les adapter en fonction de votre secteur d'activité, de là où vous en êtes, bien évidemment. Pour répondre à cette question, il y a beaucoup d'indicateurs de satisfaction client. Je vais citer les plus communs. Je pense d'ailleurs au NPS, donc le Net Promoter Score, qui va avoir une vocation plutôt à mesurer la satisfaction globale sur un parcours. On va avoir le CES qui a plutôt vocation à mesurer le taux d'effort d'un client pour réaliser une action donnée, ou encore le CSAT pour mesurer la satisfaction sur un produit ou un service donné. Je ne vais pas vraiment développer tous ces indicateurs, c'est pas le but ici. Les deux idées clés que je souhaiterais faire passer, c'est que tout ce qui ne se mesure pas ne s'atteint pas,
Et cette idée veut dire qu'en fait, il est extrêmement important d'avoir des indicateurs de mesure, de performance ou de satisfaction tout au long de votre parcours client, sur chacune des phases et surtout sur chacun des moments de vérité que vous avez sur votre parcours client. La deuxième idée, c'est que c'est pas tant en fait le choix de l'indicateur qui est important, même si évidemment comme tout choix d'indicateur, il faut qu'il soit stratégique et il a son importance, mais ça va être surtout le couple en fait indicateur et moment de la collecte. Le moment où vous allez chercher à collecter l'information, elle est clé parce que c'est elle qui va vous permettre d'avoir des indicateurs qui sont un véritable reflet de la réalité. Si je prends un exemple, imaginons par exemple que nous prenions le NPS, on tente de mesurer l'expérience et la satisfaction relative à l'expérience au global et que je demande à mes clients de me donner la réponse au NPS juste après l'achat. Jusque-là, tout s'est bien passé, il est satisfait, j'ai un très bon score, c'est super. Maintenant, on va essayer de se dire, et si j'avais collecté le NPS 2 semaines plus tard après l'achat et qu'il avait eu le temps de l'utiliser, etc., etc. Imaginons alors évidemment, je le souhaite à personne, mais imaginons que vous lanciez un produit et que ce produit ne rencontre pas son marché et ne fonctionne pas. Il y a de grandes chances que si vous posez la question 2 semaines plus tard avec l'achat et qu'il y a eu des retours produits, par exemple, le score ne soit pas du tout le même que celui que vous avez eu quand vous l'avez posé au moment juste après l'achat. Donc, en fait, ces clés, ça va être hyper important de trouver quel est le bon indicateur et quel est le bon moment pour aller collecter cette information de manière à ce que lorsque vous allez analyser ces indicateurs, ils soient vraiment un reflet de ce qui se passe sur le terrain. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette question et toutes ces réponses que vous allez collecter aux questions qu'on vient de vous présenter, ça va vous permettre de vraiment cadrer et savoir où est-ce que vous en êtes, quelle est la situation, quels sont vos moyens que vous avez à disposition, qu'est-ce que vous maîtrisez bien, est-ce qu'il y a des obstacles, est-ce que vous avez des manques, que ce soit en termes de peut-être de piliers à creuser un peu plus ou de briques technologiques qui vous manquent quelque part pour gérer un processus un petit peu mieux. Voilà. Et on en arrive du coup à la dernière slide et c'est là-dessus qu'on va terminer avant les questions-réponses. Maintenant, vous avez votre contexte, vous connaissez votre maturité en termes d'expérience client, vous allez vouloir passer à du concret et définir vos projets prioritaires. Donc, il peut y avoir il y a un panel assez large en fait, de projets à mener pour transformer son expérience client. Ça peut être définir son expérience cible dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça peut être mener une recherche utilisateur parce que vous souhaitez, par exemple, définir vos personas. Ça peut passer par là. Ou alors, vous avez des hypothèses sur vos personas et vous avez envie de les confirmer. Donc, vous allez confronter vos hypothèses à à la vision de vos clients. Organiser et gérer ses données, on en a parlé, c'est clé aussi. Prioriser et modéliser ses parcours, aussi extrêmement important. Et ça va avec la définition de vos objectifs échelonnés dans le temps. Donc, on va peut-être garder un petit peu de temps parce que je vois qu'on arrive à 43 minutes de présentation. Donc, voilà, je vous laisse prendre connaissance de l'ensemble de ces projets. Vous arriverez à les relier de toute façon avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et puis, je vais demander à Arnaud, qui est en coulisses, qui n'a pas pris la parole, mais qui, normalement, s'il y a des questions, les a sélectionnées. Arnaud, est-ce que tu as des questions pour nous? Et puis j'en ai une très très bonne pour vous. Je pense qu'elle vaut le coup d'être partagée avec tout le monde. On a une question qui concerne le cas d'une entreprise peu mature en matière de transformation digitale. Quels sont les leviers que vous nous conseilleriez de prioriser à court terme afin qu'on rassure ce client par rapport au contexte actuel? Le contexte actuel, j'imagine que c'est une période Covid où on a besoin de communiquer et de faire comprendre qu'il y a une nécessité de transversalité dans l'approche client, dans une vision 360 degrés et dans une vision bien sûr long terme de leur organisation. Oui, alors effectivement, hein, c'est une question fondamentale aujourd'hui. Ce qu'on voit, nous, côté groupe T6, c'est que en fonction de la maturité, donc là, c'est une entreprise qui est peu mature, donc elle est peut-être très centrée encore sur le papier.
donc avec les problématiques de réception postale et des choses comme ça, qui font que la réactivité tombe très très fortement, et puis on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on a reçu, et donc le canal téléphonique peut être trop surchargé. Enfin, en tout cas, ce que l'on voit chez nos clients et ce que l'on a mis en place, nous, en termes de solutions côté Tessi, c'est beaucoup une bascule sur le mail. Donc le mail, en général, on arrive à peu près à le traiter, et donc ce sont des solutions qui permettent de les traiter en les dématérialisant, surtout en les interprétant, et en interprétant l'ensemble des informations qui sont en l'intérieur, et de diffuser en fait cette information le plus rapidement possible dans la structure. Donc c'est vrai que si l'entreprise n'est absolument pas outillée pour faire ça, il y a des prestataires, dont Tessi, qui peuvent prendre en charge cette réception de mail, donc plutôt réorienter vers le canal mail. Évidemment, s'il y a des extranets, s'il y a des formulaires, tout ce qui est au niveau mobile, mais je pense que ça ne doit pas être le cas là, c'est peu mature, peut être très intéressant. Et ces types de services incluent aussi la vision 360, enfin du moins des informations qui sont captées, qui peuvent être restituées, donc sans avoir besoin d'investir dans de l'acquisition de logiciels ou de l'intégration. Le mode SaaS permet complètement aujourd'hui de pouvoir faire ça. Notamment au niveau des mails, c'est beaucoup plus simple. Donc, ce que je dirais, c'est une bascule vers un canal qui serait numérique et qui ne serait peut-être pas forcément une pratique pratiquée de façon importante aujourd'hui, et de s'appuyer sur un fournisseur très rapidement pour avoir ce service, et lui saura, entre guillemets, digérer la matière et vous la fournir sur une certaine forme que vous lui aurez demandé, bien entendu, et la stocker pour pouvoir ensuite pouvoir la réafficher. Voilà. Si ça répond à la question. Et donc, c'est un début de vision 360 finalement, puisque toutes ces informations seront automatiquement stockées dans un container qui, lui, pourra être mis à disposition en fonction d'habilitation, bien entendu, pour consultation. Voilà. Est-ce qu'on aurait d'autres questions, Arnaud? On n'a pas d'autres questions et ça répondait à la première question. Super, merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Merci. Alors, on finit. Quelques informations avant de terminer. Étant donné, je vais rebondir en fait sur les résultats du sondage de tout à l'heure. On a un webinaire qui va être prévu le 11 juin. Je vous communiquerai les informations, et qui va vraiment faire un focus sur la méthodologie et les ateliers que vous pouvez mener pour modéliser vos parcours clients. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous aurez bientôt la possibilité de vous inscrire. Pour la stratégie omnicanal, on va creuser ce pilier le 28 mai, donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Je vous mettrai le lien d'inscription dans le mail que je me permettrai de vous envoyer cet après-midi pour aussi vous partager cette présentation. Sachez aussi qu'il y aura un replay si jamais vous souhaitez revoir ce webinaire. Et puis je pense qu'on va organiser définitivement un webinaire sur l'engagement collaborateur, étant donné qu'il y a eu un taux de réponse très important pour ce pilier-là. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Merci, au revoir.